Donc maintenant, on va voir les questions de métriques de performance de programmes parallèles. Donc généralement, lorsqu'on regarde le temps d'exécution parallèle, ce qu'on appelle TPN, le temps que ça prend pour s'exécuter sur N processeurs, on a 4 éléments qui nous permettent d'évaluer ce temps-là, c'est 4 composantes de ce temps-là. D'abord, on a le temps d'exécution des calculs locaux, savoir combien de temps ça prend pour s'exécuter localement. Ensuite, au-delà du temps de calcul local, qui est vraiment le temps où on fait le vrai traitement, on a le temps pour échanger les données entre les processeurs. Donc, le temps que ça prend pour faire la diffusion des données entre les différentes unités. Ensuite, on a les temps pour la synchronisation des processus lorsqu'on accède à des données partagées. Par exemple, si on fait un partage de mémoire avec des mutex, mais malgré le fait qu'on ait 4 threads, ça se peut que les 4 threads soient en attente, ou au moins il y en a 3 sur 4 qui attendent le résultat d'un 4e thread. Dans ce contexte-là, il y a des temps de synchronisation nécessaires. Puis finalement, il y a les temps d'attente pour les calculs qui prennent pas le même temps. S'il s'avère que tout n'est pas égal, puis certaines tâches sont plus longues, puis on peut pas nécessairement le prévoir à l'avance que d'autres tâches, mais là, on va aller aussi rapidement que le plus lent. Donc, on va aller aussi vite que la tâche la plus longue à faire si toutes les tâches sont faites en parallèle. Donc, ça, c'est quand même important d'avoir en tête les temps d'attente. Si on regarde maintenant les questions de coût de programme parallèle, le coût, c'est de dire que on travaille sur P processeurs. On dit le temps d'exécution de N tâches qui est TP, ben c'est P fois TPN. Donc, on peut dire que c'est la quantité totale de travail à faire sur tous les processeurs, le temps processeur total. Donc, ça va nous prendre l'équivalent de, je sais pas moi, 8 heures processeur pour faire un traitement. Ça veut dire que dans un cas idéal, on paralléline sur 8 processeurs, ça prend 1 heure par processeur. TP est égal à 1, on en a 8, fait que ça veut dire qu'on a 8 processeurs heures assignés à notre tâche. Donc, c'est le temps processeur total. Puis là, on dit que c'est généralement coût optimal si, effectivement, le programme parallèle, son temps processeur nécessaire est équivalent au programme séquentiel. Si ça s'avère que notre tâche parallèle, on dit que ça prend 1 heure par processeur sur 8 processeurs, donc on a 8 processeurs heures pour cette tâche-là en parallèle. Si en séquentiel, ça prenait 8 heures effectivement sur un seul processeur, là, c'est optimal, dans le sens qu'on on n'a pas de perte associée au surcoût de parallélisation. On a le même temps équivalent en coût séquentiel et parallèle. Ce qu'on va regarder aussi comme mesure très pertinente, c'est l'accélération, ce qu'on appelle aussi le speed-up. C'est de dire que on va comparer le temps d'exécution d'un programme séquentiel. On va appeler ça T étoile, c'est le temps d'exécution d'un programme séquentiel d'une tâche de taille n. Ça c'est optimal dans le sens qu'il n'y a aucune perte associée au surcoût et à la synchronisation, divisé par TP, qui est le temps parallèle sur P processeur. Donc c'est le temps d'exécution du programme parallèle sur P processeur d'une tâche de taille n. SP là, le speed up doit être inférieur à P. Donc généralement, on dit que le speed up est inférieur à, donc on a je sais pas moi 8 processeurs, mais généralement le speed up avec 8 processeurs comparativement à l'exécution sur un processeur va être inférieur ou égal à 8. S'il s'avère que notre speed-up est plus grand que P, ça veut dire que, je sais pas moi, on a été 10 fois plus rapide sur 8 processeurs, ça veut dire que la version séquentielle était inefficace parce qu'on est capable de faire mieux en parallélisant, puis on pourrait faire une version parallèle sur un processeur qui serait plus rapide que la version séquentielle qu'on a actuellement. Normalement, on dit qu'on a une accélération linéaire qui est optimale lorsque S est égal à P. Donc, justement, si on a P est égal à 8, si on a un speed-up de 8, on est optimal, on n'a pas de perte associée au parallélisme. L'efficience qu'on a ici comme étant EP, c'est défini comme étant SP divisé par P. Donc, ou dit autrement, c'est le temps séquentiel divisé par le coût parallèle, qui peut être converti aussi d'une autre façon. Donc, c'est la fraction du temps où le processeur est utilisé pour des calculs utiles. Donc, ça permet de nous dire que si on a une efficience de 0.9, ça veut dire que 90% du temps sur nos processeurs parallèles, on fait la tâche qui nous intéresse. 10% du temps, c'est du temps perdu en synchronisation, échange d'informations, attente. Normalement, avec une accélération linéaire, avec S est égal à P, l'efficience est de 1.
On a aussi une autre façon de calculer les choses, c'est entre autres avec la loi d'Amdahl, où là, l'accélération possible est selon, on la regarde l'accélération possible selon la partie parallélisable d'un programme. On suppose que le programme se sépare en deux morceaux. Il y a une partie parallèle qui peut s'exécuter sur les P-processeurs et une partie séquentielle qui se fait seulement sur un processeur. Donc, c'est une simplification qui est quand même respectée dans plusieurs cas. Donc là, on va regarder du point de vue de la fraction f. La fraction f, c'est la fraction du programme parallèle. Donc, dans notre version parallèle, c'est quoi la fraction qui doit être exécutée séquentiellement sur un seul processeur. Et si on dit par exemple c'est 0.1, ça veut dire que 10% du programme parallèle s'exécute sur un seul processeur à un certain moment donné, et 90% est parallélisé. Les temps d'exécution séquentielle, ça correspond donc à f fois t étoile. T étoile, c'est le temps séquentiel total. Si on dit que finalement, par rapport au temps séquentiel sans parallélisme, on a une certaine valeur, la partie, la fraction du programme parallèle qui est séquentielle, c'est f, le temps d'exécution correspondant, c'est f fois t étoile. Puis le temps d'exécution parallèle, c'est ce qui reste, c'est 1 moins f fois t étoile. Donc, on suppose que tout est parfaitement distribué sur P processeurs et qui roule donc à pleine couture. Donc, si on a 8 processeurs, durant la partie parallèle, les 8 processeurs sont utilisés puis il n'y a pas de perte d'attente, en général, excepté sur la partie séquentielle. Puis la partie séquentielle est exécutée sur un seul processeur. Fait qu'on a quand même fait plusieurs simplifications pour arriver à ça. C'est quand même une façon très intéressante pour caractériser un programme parallèle. Ici, un exemple, on a un programme parallèle dont 20% doit être exécuté séquentiellement. Fait que 20% du programme est séquentiel sur un processeur et 80% restant est parfaitement parallélisé ailleurs sur P processeur. Donc avec P est égal à 2, l'accélération va être de 1.667. Ça veut dire que l'idéal serait 2, on est à 1.667 sur 2. Avec P est égal à 5, donc l'idéal est à 5, mais ce qu'on obtient comme accélération, le S est de 2.778. Donc, on voit que là, avec plus de processeurs, la partie séquentielle devient pesante. C'est elle qui est limitative. C'est elle qui nous bloque en soi, qui empêche un speed-up très fort, parce que on a bien beau découper la partie parallèle en un grand nombre de processeurs, il reste que la partie séquentielle s'exécute sur un seul processeur. Puis l'accélération avec 50 processeurs, on dit c'est un très grand nombre, ça tend à 4.62. Donc, ce qui est quand même pas extraordinaire, parce que on a 50 processeurs, puis on a un facteur 4.6 d'accélération. Dans le fond, l'accélération maximale ici qui est possible, c'est 1 sur f, donc 1 sur 20%, c'est égal à 5. On fera jamais mieux qu'un nombre infini de processeurs, on aurait une accélération de 5 seulement. Donc la limitation vient du 20% séquentiel qui n'est pas parallélisable. On a aussi la loi de Gustafsson où là l'accélération est ajustée selon la taille du problème. Donc le speed-up ici, qui s'interprète de la même façon qu'avec Amdahl, est donné par plus un taux f et un taux v. Donc le taux f, c'est le temps d'exécution constant de la partie séquentielle. Ça reste constant. Ce temps-là ne change pas. Mais le tv, np, c'est le temps d'exécution de la partie parallèle du problème de taille n avec P processeur. Fait que la taille du problème peut changer. Si on a des gros petits problèmes, ça va changer les temps d'exécution avec P processeur utilisé. Puis là, ce qu'on va faire, c'est le ratio avec un processeur sur le ratio avec donc le temps avec un processeur divisé par le temps avec P processeur. Donc ça revient à la même chose que Amdahl, mais avec une variable n qu'on peut ajuster pour mesurer l'effet. Donc on peut dire que lorsqu'un programme est parfaitement parallélisable, le TF est 0, normalement. Bon, le TF est pas 0, mais au moins le TV est égal à T étoile 1. Ça veut dire que le temps d'exécution, la partie parallèle est égal à la valeur optimale. Puis on fait ça moins TF, puis le taux V, à vrai dire, le taux V, selon N et P, est égal au taux optimal N moins le taux F divisé par P. Donc ça, c'est parfaitement parallélisable. Donc ça nous donne quelque chose, bon, en brassant les équations, on arrive à quelque chose comme ça.
Puis à la limite, ce qu'on peut voir, c'est lorsque n tend vers l'infini, on tend vers p. Ça veut dire que donc le speed-up va être égal à p avec une très grande quantité de données. Tout ça parce qu'avec n très très grand, la partie taux v là, devient très grande elle aussi, ce qui fait en sorte que la partie constante séquentielle tf qui ne varie pas selon n devient négligeable. Là, on arrive dans un cas idéal à savoir qu'on a un n très grand, on a des très grandes quantités de données. Donc c'est quand même très long en général. Si on paralyse sur P processeur parfaitement, on a quand même une accélération qui est très importante. Donc là, le parallélisme devient plus pesant que la partie séquentielle, du fait que n est grand. Peut-être des exemples ici, au niveau du calcul matriciel, on veut faire le produit d'une matrice avec un vecteur, fait on peut le faire de différentes façons. Donc là, on peut faire un découpage différent ici de notre problème. Fait que si on est orienté ligne, par exemple, on va dire, ben là, on va paralyser. Dans le fond, on va prendre chacune des lignes de la matrice A, puis on va faire le produit avec le vecteur B. Donc, parenthèse A virgule B, là, comme il est présenté ici. Ça, c'est le produit scalaire des deux vecteurs. Avec les deux vecteurs, on fait le produit de A avec B. Donc ici, par exemple, on fait première ligne, là, A1 avec B ici, jusqu'à la ligne N à N avec B. L'algorithme équivalent en C ressemblerait à ça. C'est-à-dire qu'on va faire une première boucle for ici, en disant le résultat égal à 0. C'est pour vraiment initialiser notre compteur par rapport à la variable qui va recevoir le résultat qui s'appelle C. Puis ensuite, on fait deux boucles for imbriquées, une première boucle selon I, une deuxième boucle imbriquée selon J. Et donc là, ce qu'on va calculer, on va dire, bon, mais le C crochet I crochet, donc la valeur à l'itération à la ligne I, bon, on va commencer du début, on va faire ligne I, colonne J, donc J est égal à 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à M, parce que M éléments selon J, donc M colonne. Puis on va descendre ça selon i est égal à 1 jusqu'à n, donc on a n lignes. Ce qu'on peut faire après ça, on peut faire une exécution parallèle sur P processeur. On dit, ben, dans nos P processeurs, chacun va traiter une ou plusieurs lignes. Donc, on va traiter n sur P lignes. Fait que si par exemple, on a une matrice de 16 lignes, puis on a 4 processeurs, on peut dire que chaque processeur va gérer chacun 4 lignes. Donc, le premier processeur va gérer la ligne 1, 2, 3, 4. Après ça, le deuxième, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite. Donc, dans le découpage de la boucle ici, on va avoir quelque chose de différent. On peut faire exactement le même traitement qui est tout à fait équivalent au niveau du résultat puis de la validité de l'opération en faisant ça orienté colonne. Donc là, la différence, c'est de dire au lieu d'organiser ça par ligne, on fait vraiment une ligne à la fois. On fait l'inverse, on va traiter donc par colonne. On fait vraiment une colonne à la fois. Puis, donc, le code est très similaire avec la différence que, là, on voit ici la différence entre les deux, c'est au niveau des deux boucles for ici. Donc ici, la première, on l'a fait selon J, alors qu'on la faisait selon I ici. Et à l'intérieur, on l'a fait selon I, alors qu'on la faisait selon J. Donc, sinon, le traitement est équivalent. Excepté qu'on va sommer dans C par les colonnes. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut encore une fois faire une exécution parallèle sur P processeurs en assignant une ou plusieurs colonnes à chacun des processeurs. Donc là, selon le sens de notre matrice, elle est plus large ou elle a plusieurs colonnes ou plusieurs lignes. Si en mémoire, la façon dont c'est organisé, on a une mémoire qui va y aller par ligne à ligne ou colonne en colonne. Aussi, selon le traitement qui est spécifique, se fait bien dans un sens plutôt que dans l'autre, mais là, on va pouvoir implémenter ça différemment. Donc ici, dans l'exemple du produit, les deux sens sont corrects au niveau mathématique, mais il faut voir en termes d'implémentation qu'est-ce qui est le plus efficace pour, par exemple, se déplacer en mémoire dans des espaces contigus, qui est beaucoup plus efficace en termes d'exécution que de le faire en faisant des sauts importants si on ne va pas dans le sens des données dans la mémoire. Donc, on peut vouloir, après ça, on va vouloir faire le calcul du temps parallèle. Donc, on peut dire, ben, avec ce genre d'exemple-là, avec du calcul matriciel, on aimerait savoir c'est quoi le temps parallèle du produit d'une matrice et d'un vecteur. L'hypothèse de départ, c'est que la matrice A est de taille n par n. Donc, on a une matrice carrée de n par n éléments.
réels, qui sont des réels. Le vecteur B, c'est un vecteur de n éléments également. Et donc, on a A qui est n par n, B qui est n, puis n, c'est un facteur de P, à savoir que, tu sais, si on a 4 processeurs, ben n, ça va être 4, 8, 16, c'est un facteur de P pour éviter d'avoir des divisions où là, on dit, ben, ça arrive pas tout à fait égal, là, pour simplifier les traitements. On a R qui est égal à n sur P, qui est donc un entier également, et alpha, qui est le temps d'une opération arithmétique. Fait que si on fait un traitement orienté ligne, comme on vient de voir, on fait une ligne à la fois, on va dire qu'un processeur PK traite les lignes RK-1 jusqu'à RK, R fois K. Donc ça, c'est le processeur à K ici. Fait que si on suppose que on a 2 lignes par processeur, ben le processeur 2, par exemple, va gérer les lignes 3 et 4. Donc le I va être égal à 3 et 4 ici. Donc pour chaque élément, on a besoin de n multiplications et de n-1 additions par ligne. Donc chaque ligne, on va multiplier AIJ avec BJ. Donc on fait la multiplication, puis on va sommer ça. Donc c'est sûr qu'au début, c'est juste une assignation. On va assigner, puis après ça, on va ajouter. Donc dans le fond, AJ est égal à 1, on va assigner AIJ fois BJ. Donc AI1 fois B1, on assigne ça à C. Ensuite, on va avancer, on va additionner finalement les n-1 valeurs qui suivent dans le vecteur, dans les vecteurs. Le temps d'exécution total orienté ligne est de l'ordre de 2 fois n puissance 2 divisé par p fois alpha. Si on le fait orienté colonne, donc c'est très similaire, excepté qu'on y va colonne à colonne. On va dire qu'un processeur PK va traiter les colonnes particulière. Donc, encore une fois, on va séparer ça en groupe de colonnes en supposant, je sais pas moi, si on a 4 processeurs 8 colonnes, ben les colonnes 1 et 2 sont au processeur 1, les colonnes 3 et 4 sont au processeur 2, et ainsi de suite. Et donc là, le calcul de DKI requiert R multiplication et R-1 addition, la même affaire, dans le sens qu'on part la première ligne de la colonne qui nous intéresse, puis là, on va calculer le résultat, on va l'assigner, ensuite on va faire l'addition pour les N et R-1 lignes qui suivent. Le temps d'exécution total est également de 2n carré sur p fois alpha pour n valeur de DKI. Donc le temps de traitement sur p processeur, on regarde ça dans qu'on soit orienté ligne ou orienté colonne. Le temps parallèle, c'est 2n carré sur p fois alpha plus p fois bêta plus n sur p gamma. Donc si on brasse ces équations, ça donne une équation polynomiale d'ordre 2 ici. Donc on dit que tout ce qui est cette affaire-là ici, là, ça ici, qui est également représenté par ça ici, mais ça c'est les temps de communication. Donc c'est une façon de contenir le temps de communication où bêta plus r fois gamma, c'est le temps de transmission d'un message de taille n sur p. Donc tout ça est associé à la communication. Là, la question, on peut se dire, ouais, mais ça serait quoi le bon nombre de processeurs à utiliser avec une certaine valeur de n? On dit, on aimerait savoir le bon p à avoir pour un n particulier dans cette opération-là. Comment est-ce qu'on y arrive? Là, je vous réfère au calcul maths de l'ingénieur 1 et 2. Maths de l'ingénieur 1 en particulier, c'est de faire la dérivée partielle selon la valeur p qui est égale à 0. Fait comme ça, à la valeur de la dérivée partielle égale à 0, on va avoir un p qui va être optimum. Il faut voir si c'est en termes de minimisation, maximisation de t, mais nous, on vise ici à faire en sorte que le temps de traitement soit minimisé. Donc, la dérivée partielle de notre équation qu'on avait tout à l'heure, la dérivée partielle selon p de notre équation de la slide précédente, ça donne donc la dérivée partielle selon ce qu'on a ici. Et ce qui nous intéresse dans le fond, c'est la dérivée partielle de ce morceau-là et également de ce morceau-là qui inclut p. Fait que la dérivée partielle de 2n2 sur p fois alpha selon p, mais ça va être égal à moins 2n carré alpha sur p carré. Et la dérivée partielle de p fois bêta ici va être égale tout simplement à bêta, parce qu'on va dériver selon p. Donc, si on regarde ça ici, on fait égaler ça à 0. Donc, le P étoile, le P optimum dans ce cas-là va être égal à n fois racine carrée de 2 alpha sur bêta. Comme la dérivée seconde, on peut faire le test, là, est positive,
On peut dire donc que P étoile est un minimum sur TP, c'est ce qui nous intéresse, on voulait minimiser le temps parallèle. Donc le nombre optimal de processeurs augmente linéairement avec la taille du problème n. Donc si on a un plus grand problème n, on voit que le n ici, avant la racine carrée, fait que directement P est proportionnel à n de façon linéaire. Fait que si on double n, on double la taille de nos vecteurs, on peut doubler le nombre de processeurs qu'on peut utiliser ici. En conclusion, les systèmes parallèles, ils sont omniprésents, donc c'est quand même des notions très importantes, oui, dans le développement de systèmes embarqués, mais en général en développement de systèmes ordinaires, en génie informatique. Et en informatique, le parallélisme est inévitable maintenant, que ça soit de l'embarqué, comme je vous disais, mais aussi jusqu'à l'info nuagique, où là, on a des fermes d'ordinateurs qui servent des requêtes de façon relativement abstraite, mais on peut faire des traitements parallèles. Puis je pense par exemple à Google, lorsqu'ils reçoivent des vidéos YouTube, ils ont toute une ferme de calcul parallèle dans le nuage, où là, ils envoient les vidéos qui sont transformées à différentes résolutions. Donc, c'est quand même des traitements qui sont lourds. Puis, on fait pas la conversion en toutes les résolutions gérées par YouTube sur une seule machine nécessairement. On pourrait, mais souvent, ce qui est fait, c'est qu'on a vraiment une assignation pour faire en sorte que la tâche soit parallélisée, que les différents éléments de calcul qui sont indépendants sont faits sur différents processeurs. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment un survol rapide. C'est une base conceptuelle. Il y a beaucoup à explorer. On pourrait faire pratiquement un cours là-dessus. Comme je vous disais, il y a un cours qui existe plus en programmation parallèle qui permet d'aller dans les aspects plus techniques de comment faire des programmes parallèles. Donc, c'est un sujet qui est très riche en soi, étant donné son importance. Puis, dans le fond, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que j'ai bâti la présentation de cette semaine sur le livre de Robert et Runger. Donc, je vous invite à y accéder si vous voulez avoir plus d'informations. La version électronique est disponible gratuitement via la bibliothèque de l'université. Donc, suivez ce lien-là, vous vous identifiez, vous allez avoir accès au PDF du livre.